Que pensez-vous de cette citation « Les écrivains sont des monstres » Henri de Monterland. C'est une citation qui est dans mon livre. Je donne cette citation dans mon livre dans un passage où je parle de mon père et où je me pose cette question qui est peut-être un peu monstrueuse, à savoir est-ce que j'aurais préféré qu'il survive et ne pas écrire, ou est-ce que je préfère qu'il meure et d'écrire. Évidemment, je ne vous donnerai pas la réponse et je ne la connais pas moi-même, mais il me semble que les écrivains se posent ce genre de questions qui peuvent apparaître insensibles, immorales, cruelles, mais il faut pour l'écriture une part de cruauté, une part de monstruosité, c'est-à-dire de se sentir d'une certaine façon parfois à l'écart du monde, de ne pas d'abandonner toute forme de loyauté vis-à-vis des autres, de son pays, de ses traditions, de sa culture, et de pouvoir tout trahir. Alors ça peut paraître terrible, mais je pense que la liberté d'écrire, elle demande aussi ça, une certaine forme de monstruosité. Donc je suis assez d'accord avec cette citation. Alors, comment construit-on un personnage ? Alors ça, c'est une question très, très compliquée. Je pourrais mettre beaucoup de temps à répondre. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de formule ou de recette magique, sinon ça se saurait. Pour ma part, je ne peux pas vraiment dire que je les construise. Disons qu'ils m'apparaissent. Un jour, un personnage m'apparaît. Je sais qu'il se met à exister en moi. Il est le fruit de beaucoup de choses. Il est le fruit d'images que j'ai pu voir, ça peut arriver par un film, par un livre, par quelqu'un que j'ai vu dans la rue, par une conversation que j'ai eue, et d'un coup, cet être m'apparaît. Au début, il a des contours extrêmement flous. Très souvent, je ne le vois pas du tout physiquement au début. Je sais simplement qu'il a 2-3 choses qui le caractérisent, qui sont très fortes. Par exemple, pour mon premier livre, pour le personnage d'Adèle, je voyais cette femme, je l'imaginais dans les rues de Paris. J'imaginais effectivement pas du tout son visage. D'ailleurs, je la décris très peu. J'avais pas vraiment de caractéristiques physiques. Je savais que c'était une femme qui était dans une forme de vertige. Et ensuite, très progressivement, je me laisse obséder. Il faut se laisser habiter par le personnage. Ça peut paraître très bizarre, mais en réalité, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout comme l'imaginent souvent les lecteurs, des sortes de démiurges ou des marionnettistes, et puis nos personnages seraient des êtres que on contrôle totalement et qui font ce qu'on leur demande de faire. C'est pas du tout ça. Les personnages, ils vivent à l'intérieur de nous et c'est eux qui nous commandent, c'est eux qui nous harcèlent. Et je cite dans le livre cette anecdote à propos de Tolstoï. Tolstoï, quand il a commencé à écrire Anna Karénine, a reçu de la part de son éditeur un avaloir très important. Un des plus gros avaloirs qu'un écrivain pouvait recevoir à l'époque. Et il a mis beaucoup de temps à rendre le manuscrit. Donc son éditeur, qui lui écrivait des lettres qui restaient sans réponse, décide de prendre le train et il va à Yasna Polyana pour voir Tolstoï. Il arrive furieux et il lui dit « Bon, maintenant il faut me rendre le manuscrit, vous êtes beaucoup trop en retard. » Et Tolstoï le regarde et lui dit « Mais je ne peux pas, Anna Karénine est partie et j'attends qu'elle revienne. » Et l'éditeur a pensé que Tolstoï se moquait de lui, que c'était une sorte de manière de fuir ses obligations, mais sans du tout me comparer évidemment à Tolstoï, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Les personnages sont vraiment là avec nous. Ce sont des présences extrêmement fortes. Et ils se mettent à exister, ils deviennent des amis, des compagnons, et ils vous susurrent des choses à l'oreille. Moi, ça m'arrive très souvent, par exemple, de rêver d'eux. Quand je suis bloquée dans une scène, je rêve d'eux, ils sont dans un endroit et ils me disent comment ils veulent sortir de là. Je me souviens d'un rêve comme ça où un personnage me disait « Sors-moi d'ici, il faut que tu me sortes de là ». Et j'ai compris qu'il était vraiment enferré dans cette situation et que je devais trouver une solution pour l'en sortir. Donc, un personnage, il se construit avec vos obsessions, avec vos peurs d'enfance, avec tout ce qui vous entoure, avec tout ce que vous êtes, mais il y a aussi une part de magie, une part d'inexplicable. Il faut se laisser envahir par ces personnages. Alors... Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu ? Avec Anton Tchekhov. Alors ça, c'est certain. D'abord parce que je le trouve hyper beau.
et que j'adore cet homme. Je l'aime humainement. J'ai beaucoup lu sa correspondance. Et au-delà du fait que c'est un grand écrivain, je crois que c'était un homme très très bien. Un homme très drôle. En plus, il aimait bien boire, donc ça ne gâche rien. Comme ça, au moins, il me dirait pas de l'eau. Et je n'aimerais pas boire de l'eau au coin du feu avec un écrivain décédé, tant qu'à faire. Et puis, je pense qu'il aurait énormément de choses à me raconter sur ce pays, la Russie, qui est un pays qui me fascine depuis que je suis enfant. C'était un homme, je trouve, d'une grande tendresse, d'une grande humanité. C'était un médecin aussi. Et je suis une enfant de médecin, une petite fille de médecin, une nièce de médecin, une sœur de médecin. Je suis entourée de médecins et j'aime les médecins qui sont des honnêtes hommes, les médecins qui font ce métier avec toute leur âme et tout leur cœur, avec le désir de soulager une petite part de la misère du monde. Donc ce serait avec ce bon vieil Anton, qui en plus pourrait me raconter des potins sur Tolstoï, donc ce serait bien. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous? Je ferais que chaque personne puisse avoir ce droit fondamental, en particulier les petites filles, qui est de lire et d'écrire. Parce que lire et écrire, ça nous paraît très banal à nous, pour qui c'est quelque chose d'évident. Mais lire et écrire, malheureusement, ça n'est pas du tout aussi évident pour beaucoup d'enfants et en particulier de petites filles. C'est impossible d'accéder à ça, à lire et à écrire. Mais pas seulement, même dans nos sociétés occidentales. Moi, je travaille beaucoup pour des associations de lutte contre l'illettrisme. Il y a 2,5 millions de Français qui ne savent pas lire et écrire, qui ont perdu la capacité de lire et d'écrire. Et quand vous n'avez pas ça, eh bien, vous vivez dans le noir. Vous ne pouvez ni convaincre ni être convaincu. Vous ne pouvez pas défendre vos droits. Vous pouvez pas signer un contrat. Vous pouvez pas vous repérer dans une rue. On peut vous faire croire n'importe quoi. On peut vous manipuler. Donc, si je devais résoudre un problème, voilà, je donnerais à chacun la possibilité de pouvoir au moins lire et écrire. Ça est toute petite. Comment commence-t-on un roman? J'allais dire par le début, mais c'est pas mon cas, donc pas par le début. Pour moi, en tout cas, moi ça commence toujours par j'ai une scène qui arrive. Ça peut être n'importe quoi. C'est une scène qui arrive. Donc moi je vous disais, je commence toujours. C'est d'abord un personnage qui m'apparaît, et après ce personnage se retrouve dans une situation. Par exemple, pour mon dernier roman, Le Pays des Autres, la première scène que j'ai écrite, c'est la scène où la petite fille Aïcha est à l'école chrétienne, enfin l'école coloniale, et elle est assise derrière une petite fille dont elle est jalouse parce qu'elle est blonde et qu'elle a de beaux cheveux raides et que tout le monde l'aime dans cette école. Et cette petite fille qui est très sage pourtant et qui est très timide va sortir un compas de sa trousse et planter la pointe de son compas dans la nuque de sa camarade de classe. Et c'est une scène qui m'est arrivée comme ça, que j'ai écrite. Et puis ensuite, j'ai écrit une autre scène qui n'a rien à voir et qui était très longue. Donc moi, j'écris comme ça de manière totalement désordonnée. Ce sont des choses qui m'arrivent presque comme des flashs. Alors ça rend mon éditeur un peu fou. Parce que au début, quand je lui ai envoyé mes premiers... Moi, je lui envoie... au bout de 80 pages, je lui envoie un premier truc. Et en général, il ne comprend rien. Et il me dit, je vois pas du tout où est-ce que ça va aller, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et comment tu fais pour t'y retrouver? Comment on va pouvoir remettre tout ça ensemble? Et je ne sais pas comment, mais finalement tout ça finit par se remettre ensemble. Donc je ne sais pas comment on commence, mais il faut le commencer avec... on a peur, en même temps... Puis la peur, elle change avec le temps. Le premier roman, on le commence et on n'est pas du tout sûr qu'on va le terminer. Parce que le plus grand problème, je trouve, quand on écrit, c'est le souffle. Moi, j'ai commencé à écrire très très jeune, et puis j'avais, je sais pas, 16 ans, 17 ans, je suis partie, j'avais une idée incroyable, je me mettais à écrire, et au bout de 10 pages, j'avais plus rien à dire. J'y arrivais pas à aller plus loin, puis c'est aller de 10 pages à 40 pages, de 40 à 80, et puis après, vous arrivez à 100 pages, et vous dites, mais comment on peut faire pour... C'est-à-dire avoir du souffle, c'est-à-dire ne pas remplir, ne pas aller à la ligne, ne pas écrire pour que chaque phrase soit nécessaire. Donc au début, le commencement, c'est une sorte est terrorisant parce qu'on n'a pas du tout la conviction qu'on va arriver au bout. Et puis avec l'expérience, la seule chose qui change, c'est qu'on sait qu'on va sans doute le terminer.
Mais on commence un roman comme on commence une histoire d'amour, c'est-à-dire qu'on sait pas du tout. Peut-être ça va pas du tout marcher, peut-être qu'on va être surpris dans le bon sens, peut-être qu'on va être trahi, peut-être qu'on va être trompé, peut-être personne va comprendre, peut-être que les gens vont vous rejeter à cause de cette relation, ou au contraire, vous serez heureux, vous aurez plein d'enfants. Donc on commence comme ça, en aveugle. Alors, une très longue. Que pensez-vous de cette citation ? Gardez courage en sachant au préalable qu'on sera vaincu et aller au combat, c'est ça la littérature. Roberto Bolaño. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'écriture, c'est un exercice constant de frustration. Vous n'écrivez jamais le roman que vous vouliez écrire. Vous n'écrivez jamais la phrase que vous vouliez écrire. Vous tournez autour de quelque chose, autour d'une aspiration qui est immense. Quand j'ai commencé Le Pays des autres, j'avais un livre en tête, j'avais l'idée d'un livre. Et le livre que j'ai écrit n'a rien à voir avec celui que j'imaginais, celui auquel j'aspirais. Et le livre que j'ai écrit est moins bien que le livre auquel j'aspirais, évidemment. Mais je crois que c'est aussi ça qui fait qu'on continue. C'est ça qui fait qu'on construit une œuvre, c'est que c'est un exercice continuel de l'échec, mais c'est ce que dit Beckett, c'est ça un artiste, c'est quelqu'un qui sait échouer d'une manière belle. Et il faut apprendre à échouer. Je pense que l'apprentissage de l'échec, d'ailleurs en tant qu'écrivain, mais en tant que personne aussi, faut savoir échouer avec élégance, avec panache, avec modestie aussi, quand on peut, avec une certaine humilité. Donc, bien sûr, la littérature, c'est ça tout le temps, cette frustration de pas avoir réussi. On a une scène en tête, on la voit. Surtout que moi, j'écris de manière très, très visuelle. Je vois mes personnages, je les vois en train d'agir. Et donc, j'essaye de décrire ça, j'essaye de partager ce sentiment que j'ai, et ça n'est jamais à la hauteur. Mais après, pour être quand même positif, il y a aussi des fois où on est surpris. J'ai des souvenirs encore aujourd'hui de scènes que j'ai écrites et où à la fin de la journée, j'avais un sourire sur le visage, une sorte de sentiment de sidération, de plaisir que j'avais pris à écrire et puis de bonheur d'avoir été avec mes personnages, de les avoir tenus par la main, de les avoir emmenés là, puis surtout de surprise parce que je ne me doutais pas que j'écrirais ça. Je me souviens encore très très bien quand j'ai écrit la scène par exemple, la première scène de Chanson douce. C'est une scène qui est venue, je ne sais pas d'où elle est venue, et je ne sais pas comment elle est venue. Je n'ai jamais changé un mot à cette scène. Je l'ai écrite d'un coup, elle était là, elle a existé. Je savais que plus jamais je ne la modifierais. C'est un livre qui a été traduit dans 45 langues, donc j'ai entendu cette scène en norvégien, en chinois, en anglais. Et c'est très bizarre parce que moi, elle m'est venue d'un lieu qui m'est totalement inconnue. Et puis voilà, elle a fait son chemin. Donc bien sûr, il y a beaucoup de frustration, mais il y a aussi des choses magiques et merveilleuses parfois. Quel est le grand fantasme du romancier ? Parce que j'ai plein de fantasmes par ailleurs, mais en tant que romancière, il faut que je réfléchisse. Peut-être mon fantasme, ce serait de me glisser pendant quelques heures dans la tête d'un romancier génial. C'est-à-dire de pouvoir pendant, même pas longtemps, c'est même pas la peine quelques heures, mais pendant une heure, de pouvoir savoir ce que ça fait d'être Dostoïevski, de pouvoir savoir ce que ça fait d'être Virginia Woolf, d'être Philip Roth. Je voudrais savoir comment ils font. Je voudrais savoir comment ils regardent le monde, comment ils le ressentent. Ouais, mon fantasme, ce serait vraiment ça. Ce serait de pouvoir être à l'intérieur d'un génie. L'écriture est-elle une discipline ? Ah bah oui, totalement. Ah bah ça, c'est une discipline, Enfin, pour moi, hein, après, tous les auteurs ne vous diront pas la même chose. Enfin, d'ailleurs, ceux qui vous diront que c'est pas une discipline, c'est des menteurs, hein, parce que c'est pas vrai. Je vois pas comment on peut écrire un livre sans être discipliné. En tout cas, pour moi, ça l'a toujours été. C'est même plus qu'une discipline. Parfois, c'est un supplice, parce que
Quand vous vous lancez dans l'écriture d'un roman, vous renoncez à tout. Vous renoncez à sortir, vous renoncez à voir vos amis, vous renoncez à vous occuper de vos enfants. Parfois, vous renoncez même à vous laver, à vous nourrir normalement, à arrêter la cigarette. Enfin, c'est catastrophique. Donc, c'est une discipline, mais ça dépend sur quoi, hein, parce que c'est pas une discipline sur le plan de la santé, sur le plan physique, c'est pas toujours génial. Mais en tout cas, pour moi, c'est aussi ce qui me plaît dans l'écriture d'ailleurs. Ce qui me plaît aussi, c'est le fait de s'obliger à rester à sa table. Moi, j'avais des parents qui étaient très sévères sur l'école et mon père me disait toujours ça, il faut rester à sa table. Tu dois apprendre même si tu y arrives pas. Il disait ça de manière assez triviale. Il me disait tu restes le cul sur ta chaise. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important, mais que j'ai appris cette discipline dans l'enfance d'être capable de rester 10 heures à mon bureau. Puis les gens pensent qu'on a de l'inspiration, mais l'inspiration, ça n'existe pas vraiment. Il y a que du travail, il n'y a pas beaucoup d'inspiration. Alors bien sûr, vous avez des idées qui vous viennent, mais si vous n'êtes pas assis à votre table à mettre l'idée en forme, à retravailler les phrases, à recommencer, à vous documenter, à regarder dans votre dictionnaire, à lire des livres à propos de cette chose-là, ça ne sert à rien. L'inspiration, c'est fugace, c'est rien du tout. Donc bien sûr, c'est une discipline et une discipline très très dure. Et c'est vrai que quand je rencontre des jeunes romanciers qui ont l'impression qu'on peut faire ça comme ça, en dilettante, entre deux choses, je suis souvent assez dubitative. Moi, je pense que ça doit prendre toute la place. C'est très important d'être extrêmement, extrêmement discipliné. Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier? Rien. Franchement, rien. Si elle brûle, qu'elle brûle, quoi. Qu'elle brûle tant que moi, je suis dehors avec mes enfants et mon mari, je m'en fiche. Je sauverai rien. Moi, je pense que faut laisser... moi, je crois beaucoup, enfin, j'ai un côté très marocain là-dessus, au mektoub, au destin. Si la maison doit brûler, qu'elle brûle. Je suis pas du tout attachée au matériel, absolument pas. J'ai de tout petits objets très quiches, très moches, qui me viennent de mon enfance. Alors je sauverais peut-être la petite boîte en velours violet dans laquelle il y a un morceau de chocolat qui date de 1990 que m'a donné ma grand-mère. Mais honnêtement, si ça brûle, c'est pas très grave. Je m'en remettrai. Donc que ça brûle. Voilà. C'est pas grave. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise après votre mort? Ne t'énerve pas, je vais tout expliquer. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? La solitude. La solitude me rend très heureuse. Le fait de pouvoir avoir une vie dans laquelle je peux avoir beaucoup de moments seuls, ça me rend heureuse. C'est un très grand luxe pour moi. Avoir du temps, ça me rend heureuse. J'aime passer du temps seule dans ma maison. Lire, faire la cuisine, ne rien faire du tout, regarder des films. Je prends énormément de plaisir à ça, à la contemplation, à la solitude. Évidemment, mes enfants me rendent heureuse, ils me tapent sur les nerfs, mais ils me rendent heureuse aussi beaucoup. Ce qui me rend heureuse, c'est de les voir grandir, c'est de les voir être heureux. Je prends beaucoup de plaisir à être avec les enfants. J'aime énormément les enfants de manière générale. Et puis plus je vieillis, je dis pas ça contre vous, mais plus je trouve que les adultes sont ennuyeux et les enfants pas du tout. Ben, les adultes, on devient de plus en plus conformiste, on a un peu toujours les mêmes conversations et puis ça tourne en rond. Les enfants m'éblouissent, les enfants me surprennent. Leur curiosité, leurs bons mots, leur langue, ben même la langue des enfants est très très belle, souvent très poétique et maladroite et accidentée. Donc regarder ou passer du temps avec les enfants, c'est quelque chose qui me rend très heureuse. Et puis la beauté, pouvoir avoir une vie dans laquelle j'ai accès à la beauté par la littérature, par la poésie, par le cinéma, c'est quelque chose qui me rend extrêmement heureuse. D'où vient le parfum des fleurs la nuit? Alors le parfum des fleurs la nuit vient d'un arbre qui s'appelle Mask al-Arabi, le galant de nuit, qui est un arbre qui est très commun dans le pourtour méditerranéen, en particulier au Maghreb et en particulier au Maroc, où il y en a énormément. C'est un parfum qui a une odeur très très capiteuse, qui ressemble un petit peu à celle du jasmin,
C'est entre celle du magnolia et celle du jasmin. C'est une odeur extraordinaire. Et cet arbre, il y en a un chez moi à Rabat, dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Et cet arbre se trouvait entre la porte d'entrée et le portail qui menait à la rue. Et cet arbre a la particularité de n'exhaler son odeur que la nuit, qu'une fois que la nuit tombe. Donc, environ entre 8 heures du soir et 6 heures du matin. Et lorsque j'étais adolescente, souvent je sortais de chez moi la nuit en cachette, et donc cette odeur m'accompagnait au moment où je sortais, et puis au moment où je rentrais aussi en cachette au petit matin. Donc c'est une odeur pour moi qui est liée à des souvenirs très très forts de mon adolescence, des souvenirs de liberté, mais aussi des souvenirs de peur. Et puis c'est un arbre aussi qui me rappelle toujours beaucoup mon père, parce que le bureau de mon père était situé juste à côté, et donc il ouvrait toujours la fenêtre, et la nuit je l'entendais, alors qu'il habitait dans cette maison depuis 20 ans, et il disait toujours « Ah, ça y est, c'est le galant de nuit ». Comme si, peut-être qu'il regardait même pas s'il faisait encore jour ou nuit dehors, puisque c'était un homme qui avait un rapport au temps très particulier, mais finalement, il savait qu'il faisait nuit simplement par cette odeur. Donc, ce parfum des fleurs la nuit, c'est toute mon enfance, et c'est une odeur absolument, absolument extraordinaire. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire? Oh, tous les métiers. Tous les autres métiers, à part écrivain, j'aurais pas aimé. C'est vraiment, enfin, j'ai toujours été convaincue que c'était, je vais pas vous dire écrivain ou mourir, mais c'était écrivain ou ne rien faire. Si j'avais pas été écrivain, j'aurais trouvé un mari riche et j'aurais été femme au foyer. Non, mais sincèrement, j'aurais pas aimé faire autre chose que ça. J'aurais détesté avoir un patron, j'aurais détesté avoir des horaires, j'aurais détesté devoir sortir de chez moi. Je n'aime pas sortir de chez moi. Je suis très casanière, très solitaire. Donc, pour moi, c'est non seulement le plus beau métier du monde, mais le seul métier du monde. Donc, j'ai tout fait pour ne pas avoir d'autre choix que de faire ce métier-là. Médecin, j'aurais aimé, mais d'abord, j'avais des sœurs qui étaient tellement douées en sciences, et puis ma mère et tous les médecins de ma famille qui étaient tellement forts, et moi j'étais quand même beaucoup moins douée qu'eux, et comme je suis un peu compétitive, j'aurais pas aimé être la médecin moyenne de la famille, ça m'aurait un peu énervée. Et puis les études étaient trop longues et moi j'étais trop pressée, donc voilà. Comment imaginez-vous les années 2050? Pour ma part, à mon avis, ça sera un peu le néant. Je serai un peu dans le noir, sous terre, à mon avis. 2050, ouais, j'aurai quand même un certain âge. Donc, je les imagine pas vraiment pour moi. Moi, j'ai une nature optimiste, tout simplement. Pourquoi? Parce que je suis une mère. Et qu'en 2050, ma fille, elle aura à peu près mon âge. Et que j'ai trop envie que ma fille soit heureuse et trop envie que la vie soit belle pour elle, pour même m'autoriser à imaginer que ça ne sera pas bien. Donc je crois beaucoup en eux, je crois beaucoup en mes enfants, je crois beaucoup en la génération de mes enfants, et je crois en leur capacité à construire un monde qui pourrait nous surprendre et être merveilleux. Donc voilà, quand j'imagine 2050, je les vois eux, et je les vois beaux et généreux et heureux. Donc pour moi, ça doit être beau, il faut que ce soit beau, il n'y a pas le choix. Quel pays vous inspire le plus? Il y a 2 pays qui m'inspirent beaucoup. Et c'est pas des pays d'où je viens, c'est la Russie et les États-Unis, qui sont 2 pays qui m'inspirent énormément. La Russie, elle a toujours fait partie de moi depuis toute petite, je saurais pas dire pourquoi. Dès que j'ai commencé à lire des romans russes, ça a été une véritable passion qui a viré presque à la folie. Mes parents ont failli à un moment vraiment m'envoyer chez le médecin parce que ça devenait très grave. Quand j'étais petite, j'ai commencé, alors au début gentiment, j'ai commencé par Henri Troya, Ivan Bounine, et puis après c'était Dostoïevski et tout. Et donc vers l'âge de 12 ans, j'ai décidé de m'habiller comme une Russe. Alors vous imaginez, j'habitais au Maroc, donc je m'habillais avec des chapkas en fourrure, avec des grands manteaux, je mettais des bottes, des gants. Je ne buvais que du thé noir très corsé, très fort, donc je dormais pas de la nuit. Je voulais absolument, j'étais russe, quoi. Et puis après, j'ai commencé à être persuadée que j'avais vécu en Russie et que je n'étais qu'une banale réincarnation d'une ancienne
tsarine assassinée. Donc voilà, ça a été vraiment, ça allait très très loin. Donc maintenant, je le dis plus parce que je sais très bien le regard qu'on va porter sur moi, mais je reste convaincue que j'ai vécu en Russie il y a sans doute un siècle. J'en suis absolument certaine. C'est un pays dans lequel je suis allée plusieurs fois, qui provoque en moi quelque chose que je n'ai jamais vécu dans d'autres pays. C'est-à-dire que je suis arrivée là-bas, tout m'était familier. C'est comme si je connaissais ces endroits, comme si je connaissais ces rues. Donc pour mes 18 ans, ma mère m'a offert pour mon cadeau d'anniversaire un voyage en Russie, puisque c'était mon obsession. Et donc nous sommes partis, ma mère et moi, on a pris le train, on a traversé la Russie et on a visité tous les appartements d'écrivains. Donc on est allé bien sûr chez Dostoïevski, chez Anna Akhmatova, chez Pouchkine. On est allé dans la maison de Tolstoï. Et puis moi, avec mes grands cheveux frisés au milieu de ces trucs-là, je sanglotais. Les guides, ils disaient tous, mais c'est quoi cette africaine complètement cinglée qui sanglote au milieu du bureau de Dostoïevski. Donc ça a été vraiment un très très grand moment pour moi. Donc c'est un pays qui occupe une place tout à fait à part dans mon imaginaire et dans ma vie. Et c'est mon plus grand regret, c'est de ne pas être russe. Voilà. Et l'autre pays, c'est les États-Unis. Et une partie très particulière des États-Unis qui sont le sud des États-Unis. J'aime beaucoup les auteurs du sud des États-Unis. J'aime Faulkner, j'aime Carson McCullers, j'aime Flannery O'Connor, William Styron. Même Fitzgerald, c'est que ça reste un auteur du sud des États-Unis. Enfin, il est imprégné de ce monde-là. Alors là, je peux pas dire que j'aime, mais je peux vous dire que ça m'inspire. J'aime et je déteste parce que c'est un des lieux les plus durs, les plus violents, les plus terribles, des lieux les plus dramatiques qu'on puisse imaginer. Et en même temps, il m'inspire parce que la littérature qui en découle, qui est une littérature de la tension raciale, la tension sexuelle, la tension dans le rapport à la nature, qui peut être soit très hostile, soit au contraire accueillante. Cette chaleur, cette moiteur, cette pauvreté aussi, cette misère. Ça va peut-être vous paraître étrange, mais c'est quelque chose qui me semble être très commun, par exemple, à un pays comme le Maroc. Il y a beaucoup de choses que je retrouve dans cette littérature-là qui me rappellent mon propre pays. Et parfois, on peut imaginer que, voilà, quand on parle du Maroc, il ne faudrait lire que des auteurs arabes ou des auteurs maghrébins. Mais parfois, on comprend très bien son pays, ou on découvre son pays par un prisme qui est totalement étranger. Et c'est très important de se laisser parfois emporter par l'ailleurs pour comprendre chez soi. Et moi, j'ai compris aussi beaucoup de choses sur mon propre pays en lisant ces auteurs américains, parce qu'ils ont su dire des choses pour lesquelles moi je n'avais pas encore les mots. C'est des choses que je ressentais, mais je n'arrivais pas à les dire. Donc c'est vraiment un pays qui m'inspire énormément. Eh bien, c'est la dernière. Pourquoi écrivez-vous ? Pour être riche et célèbre, évidemment. Non, je pourrais pas vous dire pourquoi j'écris. J'écris pour plein de très très mauvaises raisons, sans doute. J'écris pour me venger. J'écris pour réparer. J'écris pour qu'on me regarde et qu'on m'entende. J'écris parce que c'est la seule manière pour moi d'être un peu russe. Parce que en écrivant, je peux m'inventer un monde dans lequel je suis une tsarine russe. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous a une question à poser ? Oui, monsieur ? Ne pas dire quoi ? Je crois que souvent on imagine que écrire, c'est tout sortir de soi, c'est déverser, c'est dire. Ça n'est pas seulement ça à écrire. Écrire, c'est aussi faire le choix de ce qu'on ne dira pas. Où est-ce qu'on pose les silences ? C'est un art du silence aussi, la littérature. C'est un art de l'ellipse. Ce qui fait un grand livre, ce sont les ellipses. Les plus grands écrivains, ce sont ceux qui savent manier l'art de l'ellipse. Un écrivain comme Steinbeck, par exemple. C'est un écrivain qui manie les ellipses d'une manière magistrale. Donc il faut savoir aussi retenir. Si vous dites tout,
Ça n'a pas d'intérêt. Si vous, par exemple, je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais je trouvais cette citation très drôle. C'est un écrivain qui dit ça. Il dit l'écrivain, c'est pas un déménageur. Il n'a pas besoin de dire il mit la main sur la poignée de la porte, il appuya sur la poignée, il ouvrit la porte, il avança sur le palier. Vous voyez, vous ne dites évidemment pas tout. Quand vous lisez, vous vous en rendez pas compte, mais en fait, il y a énormément de choses qui ne sont pas dites. Mais c'est ça qui crée ce lien tacite entre vous et moi. Quand vous me lisez, d'un coup, on a un contrat ensemble. Et moi, je vous fais confiance et vous me faites confiance. Je vous fais confiance dans le fait que je sais que j'ai pas besoin de tout vous dire et que vous allez comprendre. Et vous me faites confiance. Vous me dites, prends-moi par la main et emmène-moi avec toi et je vais me laisser happer si ça me plaît. Donc c'est extrêmement important de retenir. C'est dans cette rétention aussi que se situe la poésie. Et vous faites bien de dire qu'on est dans une époque qui ne valorise pas du tout le silence. Il faut toujours parler, il faut toujours dire, il faut toujours avoir un avis sur tout. Or moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que le silence. Comment vous voulez écouter, comment vous voulez percevoir la poésie ou la beauté des choses, la musique, vous pouvez pas l'entendre dans le brouhaha continuel. Donc il faut défendre le silence. D'ailleurs, la lecture, ça demande aussi, écrire comme lire, ça demande une part de silence, un silence intérieur. En tout cas, vous pouvez lire en musique, mais à l'intérieur de vous, vous faites silence. D'un coup, vous oubliez tout votre quotidien, vous essayez de mettre pause. Et je pense que c'est très important de revaloriser le silence. Il y a des fois, il n'y a rien à dire. Et vous savez, quand j'étais journaliste, j'avais un journaliste plus âgé que moi, un journaliste marocain que j'aimais beaucoup et qui m'a tout appris. Et notamment, il m'a appris l'art de l'interview. Et il me disait toujours, si tu veux réussir une interview, tais-toi. Fais silence. Et en fait, le silence met les gens tellement mal à l'aise que la personne en face de vous se met à parler et finit par dire des choses qu'elle n'avait pas du tout envie de dire au départ. Donc vous le regardez comme ça en silence et puis il finit par dire. Donc la meilleure manière de poser des questions, c'est de ne rien dire. Si vous voulez tirer les vers du nez de quelqu'un, je vous assure, c'est une très bonne méthode. Moi, je fais ça avec mon mari, ça marche très très bien. Je vais rebondir un peu là-dessus parce qu'on vous pousse à vous exprimer. Ça doit être une torture, non? Non, une torture quand même pas, parce que d'abord, je vais vous dire, parce qu'on reçoit énormément d'amour. Ça m'émeut de vous le dire, parce que ça m'a beaucoup manqué de ne pas rencontrer mes lecteurs. Et que ma mère m'a dit, j'ai une maman qui est une femme très timide. Et il y a quelques jours, je discutais avec elle et elle m'a dit, tu vois, j'étais avec elle dans la cuisine et on préparait une épaule d'agneau et on parlait de la recette de l'épaule d'agneau. Puis elle m'a regardée comme ça et elle m'a dit, tu sais, quand j'étais jeune, il m'arrivait parfois de rencontrer des gens célèbres. J'étais tellement timide, je ne savais jamais quoi leur dire et je pensais toujours qu'il fallait dire des choses profondes et des choses intelligentes et je finissais toujours par bredouiller et par dire des bêtises. Et elle m'a dit, là, je te regarde et je me rends compte que ma fille est une écrivaine célèbre et je suis en train de parler avec elle de combien on va mettre de cumin dans l'épaule d'agneau. Et je me dis que finalement, on n'est pas toujours obligé de dire des choses profondes et intelligentes. Mais surtout, elle m'a dit, je t'en supplie, si tu as des gens qui viennent te voir et qui bredouillent et qui disent des choses un peu, pas bêtes, mais en tout cas, voilà, qui savent pas quoi dire, sois gentil avec eux parce que si tu es désagréable, c'est comme si tu étais désagréable avec moi. Et vous savez, c'est très émouvant de voir l'émotion que peuvent avoir les gens parfois quand ils vous parlent, l'émotion que votre livre a pu leur procurer, de voir surtout des jeunes filles et des jeunes gens très jeunes qui viennent, qui mettent la main devant leur bouche quand ils vous voient comme s'ils pensaient même pas que vous existiez en vrai. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'oblige. Ça m'oblige, voilà, je me sens obligée par ça à essayer d'être quelqu'un de généreux et quelqu'un de bien, parce que si vous faites ça à des gens, si vous leur procurez ça, vous devez être à la hauteur, il faut être généreux. Donc ça n'est pas du tout une torture, c'est un effort, parce que c'est vrai que quand je vais rentrer dans ma chambre ce soir, voilà, je serai bien, je serai seule, je serai dans mon cocon, mais ça n'est pas du tout une torture, non, pas du tout. Oui. Vous avez parlé de... Oui, celui qui m'a beaucoup marqué, c'est Naguib Mahfouz, qui est le prix Nobel égyptien.
qui est un auteur que j'ai lu jeune, que j'ai commencé à lire quand j'avais 18 ans et que j'ai jamais arrêté de lire. Et l'idée d'écrire une trilogie me vient aussi de lui, parce que la trilogie de Naguib Mahfouz m'a complètement bouleversée à l'époque, par sa modernité, par la beauté des personnages, par la beauté de la langue aussi. C'est une langue extrêmement poétique. Il a complètement révolutionné la langue arabe. Il en a fait une langue moderne, une langue romanesque. Alors, je ne viens pas d'une ère géographique qui est une grande ère du roman. Le monde arabe n'est pas un grand monde du roman. Il y a des grands romanciers, parmi lesquels Mahfouz, il y a Khosri, il y a Aswani, il y a Choukri, Tahar Ben Jelloun, Nedali, enfin il y en a beaucoup. Mais ce sont des auteurs assez récents, donc on n'a pas un passé romanesque aussi important que dans le monde. Mais en revanche, c'était une ère de poésie extraordinaire, d'écriture, alors qui est une forme de poésie, mais ce qu'on pourrait appeler presque de la chanson au sens médiéval du terme, au sens de la chanson de Roland, c'est-à-dire des grandes épopées comme ça, mais surtout une poésie absolument extraordinaire. Donc j'ai été, oui bien sûr, beaucoup influencée par la poésie, et je continue à lire beaucoup de poésie d'auteurs arabes, que ce soit Adonis, Salah Stétier, Etel Adnan, que je cite beaucoup dans mon livre. Ce sont des auteurs qui ont toujours été très, très importants pour moi, bien sûr. Je pourrais dire que j'ai la chance d'être une écrivaine qui vend des livres et qui a un public et qui a des lecteurs fidèles, qui lisent mes livres à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort. Donc, oui, j'espère l'être, mais je voudrais pas paraître immodeste en disant ça. Donc, en tout cas, j'aspire à l'être. Je trouve que c'est quelque chose de très beau. Je vois pas du tout. Je pense qu'il y a parfois un snobisme autour de cette expression écrivain populaire, comme si le fait d'être populaire voulait dire qu'on n'était pas un bon écrivain et que en gros il fallait vendre 3 bouquins et vivre dans une mansarde, voilà, en buvant de l'alcool. Personne ne me comprend, personne ne m'aime. Moi, ça a jamais été mon rêve, ça a jamais été mon idéal. Moi, je trouve ça merveilleux de pouvoir être un écrivain populaire. Alors, je sais pas si je le suis, je pense que c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, j'aspire à l'être, ça c'est sûr.